Plongeons-nous aujourd'hui dans l'une des périodes les plus intenses, complexes et, disons-le franchement, les plus sanglantes de l'histoire, la Convention nationale de 1792 à 1795. C'est une analyse minutieuse que nous allons faire de ce moment précis où la Révolution française bascule. Au milieu d'un idéalisme absolument enflammé et de guerres incessantes, c'est littéralement la naissance dramatique de la première République française qui se joue ici. 3 petites années, mais 3 années d'un bouleversement total. Au programme, pour décrypter tout ça, l'avènement de la République, le choc frontal entre Girondins et Montagnards, la mise en place du gouvernement révolutionnaire, puis l'engrenage de la terreur, la fameuse chute de Robespierre, pour terminer sur la Convention thermidorienne. Bref, on a du pain sur la planche. On a ici une chronologie qui va servir de véritable colonne vertébrale à notre analyse. Ce qui frappe instantanément, c'est à quel point tout s'enchaîne à une vitesse folle. 36 mois, c'est tout ce qu'il a fallu pour passer de l'abolition de la monarchie à l'institutionnalisation de la terreur, pour ensuite voir les architectes du système tomber à leur tour, et enfin chercher un retour à l'ordre. Chaque mois apporte des secousses politiques qui normalement prendraient des décennies à se mettre en place. Commençons tout de suite par notre premier chapitre, l'avènement de la République. Après l'insurrection populaire du 10 août et la chute de Louis XVI, le récit démarre sur une vague d'espoir incroyable. Le 21 septembre 1792, c'est l'euphorie totale. Lors de sa toute première séance, la Convention nationale vote l'abolition pure et simple de la royauté. Et dès le lendemain, on décrète que tous les actes officiels seront datés de l'an 1 de la République. On ne fait pas que tourner la page de la monarchie, on jette carrément le livre pour recommencer à zéro. C'est le triomphe d'une nation qui prend enfin son destin en main. Chapitre 2, Girondins contre Montagnards. Bien sûr, l'euphorie de l'an 1 ne dure pas longtemps. Très vite, la Convention se fracture en 2 camps diamétralement opposés. D'un côté, on a les Girondins, autour d'hommes comme Brissot. Leurs soutiens viennent surtout de la Provence, de la bourgeoisie modérée, et ils sont très attachés aux libertés fondamentales de 1789. En face, les Montagnards, avec des figures emblématiques comme Robespierre, Danton ou Marat, eux, leur ancrage, c'est Paris et les classes populaires. Et surtout, ils sont persuadés que pour sauver cette jeune République des périls qui la guettent, il faut absolument des mesures radicales. Et pour comprendre comment les Montagnards vont finalement l'emporter, il est indispensable de faire un arrêt sur cette définition, les sans-culottes. Ce sont les artisans, les ouvriers, les boutiquiers parisiens. Confrontés à la faim et à la misère, ils exigent un contrôle strict des prix et réclament des châtiments expéditifs contre les traîtres. Les Montagnards l'ont bien compris et ils vont forger une alliance hyper stratégique avec eux. C'est en s'appuyant sur cette pression constante de la rue qu'ils réussissent en juin 1793 à faire purger les chefs girondins. Ce qui nous amène à notre 3e chapitre, le gouvernement révolutionnaire. Avec les Montagnards désormais seuls aux commandes, la cadence s'accélère dramatiquement. Il faut dire que la République menace de s'effondrer de toutes parts. Les puissances européennes attaquent aux frontières et à l'intérieur du pays, c'est la guerre civile, avec notamment les immenses soulèvements en Vendée. Pour faire face, en avril 1793, on crée le Comité de salut public, un comité ultra restreint de 12 membres. C'est ni plus ni moins qu'un gouvernement de guerre centralisé, conçu pour agir vite, frapper fort et sauver la nation. Cette citation de Saint-Just est glaçante, mais elle est absolument centrale pour comprendre la logique de l'époque. Elle justifie en fait pourquoi la Constitution de 1793, pourtant très démocratique, n'a jamais été appliquée. L'argument est simple, mais brutal. Appliquer des règles démocratiques en pleine guerre de survie, ce serait donner une arme aux ennemis de la Révolution. Autrement dit, pour sauver la liberté à long terme, on officialise une dictature temporaire. Le gouvernement révolutionnaire aura tous les pouvoirs jusqu'à la paix. Chapitre 4, la terreur à l'ordre du jour. Face à l'urgence de la guerre extérieure et à la paranoïa ambiante, le basculement se produit. La terreur devient officiellement l'outil de gouvernement. Et le tournant juridique de tout ça, c'est la loi des suspects, votée en septembre 1793. Ce qui est frappant, c'est la flexibilité effrayante de cette loi. Elle ne cible pas seulement les personnes ayant commis une trahison concrète. Elle définit les ennemis de façon tellement large qu'elle englobe les aristocrates, les prêtres réfractaires et même ceux qui n'ont, je cite, « rien fait pour la liberté ». Du jour au lendemain, les prisons se remplissent à vue d'œil. À partir de là, la machine s'emballe. C'est l'époque où la Révolution commence littéralement à dévorer ses propres enfants. L'enchaînement est fatal. En octobre 1793, on guillotine les Girondins. Au printemps 1794, le Comité de salut public se retourne contre l'extrême gauche en éliminant les hébertistes. Et dans la foulée, le mois d'après, c'est l'aile droite, les modérés autour de Danton, qui passent à l'échafaud. D'anciennes idoles révolutionnaires sont transformées en traîtres à éliminer de toute urgence. D'ailleurs, comment ne pas évoquer Danton à ce stade ?
Juste avant son arrestation en avril 1794, ses proches le suppliaient de s'enfuir à l'étranger pour sauver sa tête. Mais il aurait refusé en lançant cette réplique magnifique et tragique. Son exécution, à l'issue d'un procès complètement truqué, scelle le sort de l'opposition. Le comité de salut public a fait le vide total autour de lui. Pour vraiment réaliser l'ampleur du carnage, on doit regarder ce chiffre. 1400. 1400 exécutions. Ce qui est glaçant, c'est que ce chiffre ne concerne que Paris, et sur une période de quelques semaines seulement, au début de l'été 1794. C'est ce qu'on appelle la Grande Terreur. La fameuse loi du 22 prairial a supprimé le droit à un avocat et réduit le choix des juges à 2 options, l'acquittement ou la mort. La justice n'était plus qu'une simple courroie de transmission pour la guillotine. On arrive alors au chapitre 5, la chute de Robespierre. Une telle cadence d'exécution ne pouvait tout simplement pas durer. Les députés, constamment menacés de finir sur la charrette, finissent par s'unir, par peur pour leur propre vie. L'homme à abattre, Maximilien Robespierre. Tout se joue en 3 jours incandescents de juillet 1794. Le 8 Thermidor, Robespierre fait un discours où il menace de nouvelles épurations, mais sans donner de nom, ce qui terrifie tout le monde. Le lendemain, 9 Thermidor, l'Assemblée se soulève et le fait arrêter. Et dès le 10, Robespierre et une centaine de ses partisans sont exécutés, sans procès. Le retour de Balancier est aussi brutal qu'immédiat. Le tableau parle de lui-même. C'est la réaction thermidorienne. On ouvre les prisons, le tribunal révolutionnaire perd ses pouvoirs d'exception et finit par disparaître. Et surtout, l'immense réseau des clubs jacobins, qui était le cœur battant de la radicalité révolutionnaire, est méthodiquement démantelé. C'est un coup d'arrêt net au système de la terreur. Ce qui ouvre la voie à notre dernier chapitre, la Convention thermidorienne. Le constat post-terreur est terrible. Le pays est exsangue, traumatisé et profondément divisé. Les députés survivants, les thermidoriens, se retrouvent à devoir jouer les équilibristes. D'un côté, ils répriment les derniers soulèvements populaires parisiens pour en finir avec la révolution sociale, mais de l'autre, ils doivent réprimer par le canon les tentatives de coup d'État des royalistes qui pensaient que le moment était venu de rétablir un roi. Pour stabiliser tout ça, ils rédigent une nouvelle constitution, celle de l'an 3, qui confiera le pouvoir exécutif à un directoire à l'automne 1795. La page de la Convention se tourne. Et on en vient à cette réflexion de fond, complètement fascinante. Une république née dans une violence inouïe doit-elle forcément se dévorer elle-même pour survivre à ses premières années ? L'histoire de la Convention nationale, c'est le paradoxe tragique d'un idéal de liberté absolue qui en est venu à utiliser la terreur la plus totale. C'est une page d'histoire d'une complexité folle qui, plus de 2 siècles plus tard, n'a toujours pas fini de nous faire réfléchir sur les dynamiques du pouvoir en temps de crise. Et c'est là-dessus que se termine notre exploration de cette période vertigineuse.